Générale des Nations Unies qui s'est tenue hier à New York. Pour ce, nous recevons pour vous Madame Angèle Makombo, qui est présidente nationale de la Ligue des démocrates congolais, l'IDEC en sigle. Ensuite, nous avons Monsieur Norbert Yamba, qui est cadre de l'UDPS et panafricaniste. En dernier lieu, vous aurez Monsieur Roland Issoké, un journaliste analyste. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Voilà, nous allons commencer par la première question que je vais adresser à Monsieur Roland Isso. C'est de savoir, peut-on dire que nous avons l'avantage d'avoir un président marketeur et diplomatique? Dans les sciences politiques et beaucoup plus dans les relations communicationnelles, je pense que le président a fait montre d'une grande probité dans ce domaine-là. Et beaucoup plus intéressant d'avoir un président qui sait vendre son pays. C'est ce que nous avons suivi hier lorsqu'il a pris parole et il a dit ce qu'il fallait dire. Je pense qu'il est mieux de dire qu'il a réellement vendu son pays. Et il a fait montre d'un aspect de dignité que l'on doit à ce peuple congolais. C'est un aspect très important que nous avons perdu il y a des décennies passées. Et lorsqu'il prit parole à la tribune, j'ai pu revoir encore une fois ce peuple digne, ce peuple qui doit être respecté. Et lorsque le président a pris dans le contenu, dans l'ensemble de son adresse, on a su comprendre que le Congo avait encore sa place dans la tribune des Nations Unies et dans le concert de nations, parce qu'il a de produits à vendre et il a à commercialiser ce produit, d'autant plus que le retour sera sa valeur et sa dignité, sa place dans le monde. Et je crois qu'il a également pris un aspect très important, c'est cet aspect qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est l'aspect de créer les emplois pour les jeunes. Et nous allons au cours de l'émission prendre langue avec ça et nous allons développer parce que c'est un aspect très important qui intéresse et c'est ça même l'avenir de la République démocratique du Congo. Alors Madame Angèle, êtes-vous du même avis que c'était plus du marketing? Bon, enfin, c'est pas ce que Monsieur Isso a dit, mais est-ce que vous êtes aussi dans l'essai de logique là, comme quoi c'était plus du marketing pour vendre la RDC? Non, moi le formuler comme ça, ça a une connotation négative. C'était plus du marketing, non. Moi, en tant que ancienne fonctionnaire internationale des Nations Unies à New York, j'ai fait 23 assemblées générales, donc 23 débats généraux. Et la question était de savoir, est-ce que notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va réussir son premier grand oral devant cette tribune où il y a 193 États membres, mais je pense qu'il y avait 136 chefs d'État et de gouvernement. La réponse est incontestablement oui. Parce que réussir un discours, une allocution de ce genre, c'est vrai qu'il faut parler de son pays, mais il faut aussi qu'on sente que vous avez une bonne appréhension des enjeux mondiaux, des questions de l'heure, et il l'a prouvé. Et devant cette tribune, oui, il a parlé de ses priorités, les priorités qu'il a, et des priorités qui cadrent très bien avec le thème actuel de l'Assemblée générale. Redoublons d'efforts ensemble pour baisser la pauvreté, améliorer l'éducation, agir pour le climat, baisser la pauvreté. C'est bien ce qu'il est en train de faire. Le fameux peuple d'abord, il l'a aussi clamé devant la tribune des Nations Unies. Et il est revenu sur le grand enjeu du moment, le climat, et il a fait un plaidoyer, si c'est ce que vous appelez marketing, oui, un plaidoyer pour dire, nous, la RDC, nous représentons le deuxième poumon du monde. Mais qu'est-ce que nous récoltons pour cette contribution? Des miettes. Il est temps que les choses changent. Il est revenu aussi sur l'histoire, le rôle des Nations Unies. Oui. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, et encore maintenant, beaucoup de compatriotes disent ça suffit, l'ONU dehors. Lui, il dit, il rend hommage à l'ONU, il dit non, l'ONU doit encore continuer pour nous aider à la stabilité, à la pacification, etc.
il est revenu sur une question essentielle qui, je trouve, toute son actualité, la question de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a rappelé, l'Afrique est le seul continent à ne pas avoir un siège permanent. Mais moi, pourquoi je dis c'est d'actualité? Parce que l'Afrique du Sud, avec le Nigeria, sont deux grands géants qui revendiquent cette place. Même quand oui, justement, madame, des points que nous allons, voilà. nous allons débattre ici. L'Afrique du Sud, ce qu'elle a fait aujourd'hui, cette xénophobie qu'elle a fait en 2015, etc., je voudrais le dire devant votre micro, je trouve que l'Afrique du Sud doit être out sur cette question. Pas question même de considérer l'Afrique du Sud parmi les candidats potentiels à un siège permanent au Conseil de sécurité. Voilà, monsieur Norbert Yamba, quelle est selon vous votre analyse personnelle de ce discours? Merci de nous avoir donné cette occasion pour échanger avec des compatriotes très assidus qui ont une certaine vision par rapport à l'évolution de la gestion de notre pays. Pour revenir à votre question, il faut dire que j'étais émerveillé. J'étais très satisfait parce que j'ai compris finalement que le Congo est en train de faire entendre des savoirs. Ça fait une dizaine d'années, la voix du Congo n'était plus entendue. Et aujourd'hui, le président de la République est revenu pour faire entendre la voix du Congo sur le plan de la mondialisation, sur le plan des services que nous pouvons offrir, sur le plan de la représentation, sur le plan de ce qui caractérise notre pays aujourd'hui et les opportunités que nous offrons. En ce qui concerne les grandes questions qui sont liées à la paix globalisée, le président a insisté, et madame venait de le dire, sur la réforme du Conseil de sécurité. Vous savez, le Conseil de sécurité, le système des Nations Unies, a été mis en place, il faut le reconnaître, par le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis finalement, ils se sont attribués des responsabilités. 5 pays comme ça qui ont le droit de veto. Et pourtant, lorsqu'on a une assemblée composée des nations, et ces nations n'auront pas quoi que ce soit à dire par rapport aux déshydratages des différents pays qui ont le droit de veto. Il faut donc refonder les Nations Unies, il faut donc construire les équilibres pour que véritablement nous puissions nous en approprier. Sinon, alors, ça constituera toujours un air démagogique. Le président de la République est allé plus loin pour dire que le Congo, notre pays, avec ses potentialités, et surtout, tout en étant le deuxième poumon écologique du monde, etc., avait beaucoup de choses à offrir à l'humanité. Non seulement en termes de régulation climatique, mais également les opportunités pour réduire la faim à travers le monde. Les objectifs de développement durable montrent très clairement qu'il faut combattre la faim. Ils sont 15 ou 17, mais la faim. Mais le Congo, avec 80 millions d'hectares de terres arables, est capable de nourrir des milliards de personnes. Et vous savez que la problématique démographique aujourd'hui est une question très questionnante, parce que beaucoup de géopolitologues travaillent dans la perspective de pouvoir réduire, n'est-ce pas, le nombre d'habitants à l'humanité, parce qu'aujourd'hui, c'est très clair qu'en 2100, on aura plus de 11 milliards de personnes. En 2050, ça sera 9 milliards. On va les nourrir comment? Et c'est comme ça que beaucoup de pays à travers le monde, surtout ceux qui sont stratèges, donnent l'impression de ne pas accepter qu'en fait, surtout que l'Afrique est en train d'augmenter sa population. Et donc le président il dit, attention, pas de panique, nous sommes capables, avec nos 80 millions d'hectares, de terres arables, nous sommes capables de supporter des milliards de personnes. Mais ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que venez chez nous, venez investir dans le domaine agricole. On a besoin que vous veniez. Et en dehors de ça, le Congo et le bassin du Congo et l'Amazonie sont des poumons écologiques. C'est vrai qu'en Amazonie, notamment le pilotage du Brésil qui occupe 60%, ils ont quand même reçu un peu d'argent en termes de compensation. Surtout qu'aujourd'hui, les débats sur les forêts naturelles n'existent pas. Il est interdit de pouvoir intervenir sur les forêts naturelles. Et le président dit, écoute, comment ça? Si les forêts naturelles sont capables de faire la régulation climatique,
pourquoi on n'interviendra pas? Pourquoi le Congo, et j'allais dire la bassin du Congo, qui supporte cette régulation, ne peut que bénéficier 1% de ce qui représente, c'est pas, les financements qui sont réalisés dans ce domaine-là. Il faut revenir à la raison, il faut reconsidérer, c'est pas, la prise en compte de la forêt naturelle. C'est comme ça que nous allons devoir véritablement tenir le coup. Il a également, et je termine par là, insisté sur le fait que, oui, la préservation, oui, la protection de la forêt, mais cela ne peut pas exclure le développement. Parce que quand vous êtes à l'est, madame, vous avez du pétrole dans le parc de Virunga, du pétrole en une forte densité. Et curieusement, cet endroit-là est déclaré, n'est-ce pas, le patrimoine mondial. On ne peut pas exploiter le pétrole. Et quand vous regardez la même nappe qui va jusqu'à l'Ouganda, l'Ouganda est en train d'exploiter son pétrole. Regardez comment les pays sont devenus vraiment nantis à travers le monde avec leur pétrole. Pourquoi nous, on n'exploiterait pas le pétrole? Il existe des technologies d'exploitation sans avoir détruit les écosystèmes naturels. Mais on peut bien le faire. Mais pourquoi on nous refuse d'utiliser notre pétrole? Et pourtant, ils avaient déjà pollué l'atmosphère. Et le président a dit dire, soyons sincères, nous nous engageons véritablement à construire le développement de notre pays en exploitant naturellement ce que Dieu nous a donné comme potentialité. Mais nous vous demandons, vous, d'intervenir aussi avec des technologies parce que nous avons qu'une seule planète et on a besoin de protéger. Mais on peut utiliser des technologies correspondantes pour permettre à ce que les choses avancent comme il se doit. Justement, comment est-ce que, ça c'est la question que je posais à M. Isso, comment est-ce qu'il faut, peut-on parvenir à ce développement-là lorsque l'on sait que nous connaissons comme une fuite de cerveau, une exode vers les pays étrangers alors que le Congolais ne veut plus rester dans son propre pays mais va plutôt vers d'autres pays. En interne, comment réussir ce développement-là? Merci madame. Je voudrais revenir sur un aspect très important. Madame la Présidente a relevé un élément ici, parler du grand oral du Président de la République, comme c'était sa première sortie, qui était une réussite, évidemment. Elle parlait du marketing dans un sens beaucoup plus péjoratif, non, Madame? Non, j'ai dit la façon qu'elle a... finir. Non, là vous déformez mes propos. Je vous en prie, je n'ai même la façon dont j'ai posé la question. C'est Madame qui a formulé. C'est Madame qui a formulé. Ok, on va... vous appuie, mais Madame a formulé. C'est de ça que je veux parler tout à l'heure. Voilà. Donc, le contexte était beaucoup plus péjoratif dans le sens de la question. Parce que vous êtes revenu en me donnant également raison du fait que le président de la République a fait une sortie qui était tout à fait une réussite, d'autant plus qu'il a réussi à vendre son pays et à l'intégrer dans le sens de la dignité de l'homme congolais et de le revoir en plus. Aujourd'hui, lorsque vous allez par exemple en Afrique du Sud, la plus grande expertise dans le domaine médical, vous allez retrouver peut-être 60% de médecins qui sont là, de médecins compétents, ce sont les Congolais d'ici. Vous allez sous d'autres cieux, dans le pays voisin, à l'étranger, vous retrouverez l'expertise de Congolais. Pourquoi? Parce que dans notre propre pays, on ne veut pas prendre en considération l'expertise. On ne veut pas prendre en considération, mettre le Congolais dans la valeur qui le représente lui en tant que Congolais aujourd'hui. Je suis en face de moi avec un invité de tout le temps que j'ai reçu, spécialiste dans le domaine de la climatologie, dans le domaine de l'agronomie, de l'agriculture, ainsi de suite. Une main experte pour la République démocratique du Congo. Vous avez madame qui est en face de moi, Madame Rachel Macombo, experte, qui est fonctionnaire international. Elle a une expertise de 20 ans, donc elle représente quelque chose pour les pays. Donc nous devons, dans ce cadre-là, le pays, la République démocratique du Congo, doit en effet mettre tous les fils du Congo ensemble. Le président a parlé de l'inclusivité. Il faudrait que tous nous parlions et voyions comment nous pouvons développer le pays. Ce n'est plus le temps aujourd'hui que le Congolais s'accuse entre eux. Ce n'est plus le temps aujourd'hui que le Congolais se refoule entre eux. Aujourd'hui, c'est le temps que les Congolais se mettent ensemble et se disent que non, c'est vrai, il y a 59 ans passés, nous avons été ceci, nous avons été cela. Nous pouvons nous mettre ensemble. Nous pouvons dire, c'est vrai, toi tu as raison, appliquons la politique anglaise. Nous tous, nous avons raison, mais c'est toi, ton programme qui a été voté. Alors nous allons mettre la main dans la pâte, nous allons soutenir ce programme
pour sa réussite. Et après, on passera par les élections. Si ça sera ton programme, nous allons également soutenir ce programme. Donc justement, c'est le moment où nous devons mettre en exergue tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous divise, et voir cette perspective de pouvoir réussir, comme M. Yamba Yamba l'a dit tout à l'heure. Nous pouvons voir cette perspective aujourd'hui de réussir. Le président de la République a martelé sur ça. Et je reviens sur cet aspect de choses. Cette main experte aujourd'hui qui va à l'étranger. La République démocratique du Congo, en son temps, je martèle sur le fait que le président parle de l'emploi de jeunes, qui est également une main d'œuvre importante et pour le développement de ce pays. En son temps, l'homme blanc a utilisé ce que nous avons appelé de centres de formation professionnelle de jeunes. Et ces centres de formation professionnelle ont été implantés pratiquement dans presque toutes les circonscriptions ou tous les districts ici en République démocratique du Congo. Et vous avez ce centre qui forme de jeunes spécialistes par exemple dans la mécanique, dans l'automobile, spécialistes par exemple dans la menuiserie, dans la cordonnerie. Ainsi, ces centres sont là pour former ce jeune. Lorsque vous faites un tour aujourd'hui, allez revoir tout ce centre de formation professionnelle de jeunes, vous retrouverez qu'ils sont spoliés et presque n'existent plus. Mais le rêve de tout aujourd'hui des résidences. Non, mais justement, le rêve de tout Congolais aujourd'hui, de tout enfant congolais, on va dire, c'est de finir les études des humanités et d'aller à l'université pour faire le droit, la médecine. Justement, c'est ça, en fait. C'est comme ça que le pays aura un déséquilibre dans le fait qu'il n'y a pas de spécialistes de métier. Et ce spécialiste de métier, ce sont ces gens-là que nous en avons besoin dans la société pour donner cette impulsion. Pour booster justement ce développement. Tout le monde ne peut pas être architecte. Voilà. Il faut qu'il y ait de maçons. Tout le monde ne peut pas être patron. Il faut qu'il y ait également de cordonniers. Et c'est comme ça, il y a de cordonniers patrons. Il y a de grandes maisons de cordonnerie qui existent aujourd'hui. Des gens qui sont sortis de ces écoles de formation professionnelle de jeunes. Allez faire un tour à Bandal. Précisément, vous êtes dans le centre professionnel de Bandalungwa, spolié par une église, par un pasteur, que je cite ici en passant, parce que c'est scandaleux. Je le citais, non, s'il vous plaît. L'évêque Pascal Mukuna. Vous voyez, les enfants arrivent, entrent dans la salle de cours. Déjà, il a spolié une grande partie du centre et il a construit son église. Et les fenêtres qui ressortent du côté de salle de formation des jeunes, ces fenêtres, c'est là où le pasteur a posé les baffes. L'église commence le matin, la prière, et l'église termine au-delà de 20 h. Les enfants entrent à l'école à 7h30. Ils trouvent déjà la sonorisation des baffles. Une image aussi scandaleuse que vous ne pouvez pas, même en tant que pasteur et responsable, supporter. Les enfants, au lieu d'étudier dans les salles de classe, étudient dans le hall. Et pas seulement ça, le bruit arrive jusque-là et l'encadreur ne sait même pas communiquer, est obligé de se pencher à l'oreille de l'enfant pour crier, pour lui dire ce qu'il doit faire. Des images aussi scandaleuses que ça. Vous allez faire un tour en Bakana, Menkao, à Domi, ainsi de suite. Vous retrouvez, le blanc a mis en place ce que nous avons appelé des centres de formation professionnelle dans l'agriculture, où on formait de jeunes maîtres agriculteurs. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture ne marche plus parce que la jeunesse n'est plus formée par rapport à ça. Ces centres avec des terrains de 1000 hectares, 1300 hectares spoliés, devenus aujourd'hui de domaines privés, de fermes privées. Vous allez vous rendre compte à travers le pays, plus de 130 domaines aujourd'hui réservés pour la formation de jeunes, occupés par les grands messieurs de la République démocratique du Congo. Où est la formation de jeunes? Où est l'emploi des jeunes? Je félicite le président de la République. Il en fait une priorité. D'autant plus qu'il faudrait maintenant que ce jeune passe par là. Parce qu'on ne peut pas faire outre mesure. Envoyer tous ce jeune à l'université, parce que tout le monde n'est pas appelé à aller à l'université. Que de passer par ce centre de formation, priorité de priorité, pour que nous ayons une jeunesse responsable. Pour que nous ayons une jeunesse de qualité. Je cite un exemple. Madame a un parti politique aujourd'hui. Et dans ce parti politique, les jeunes qui arrivent pour la plupart, ce sont des jeunes parfois, vous regardez, qui se disent que je viens gagner la vie ici dans ce parti politique.
qui se disent parfois que non, ici dans ce parti politique, j'espère que nous allons avoir le pouvoir. L'option que les jeunes ont dans leur tête, c'est d'avoir le pouvoir, notre président ou notre cadre qui deviendra député, et nous serons derrière lui. Mais si cette option pour quel de programme formation justement habite également dans nos partis politiques, je crois que nous allons commencer à orienter ces jeunes et seront utiles dans la société. Et je suis tout à fait d'accord parce que c'est une première aujourd'hui. Après toutes ces décennies, M. Yamba Yamba l'a relevé. Madame également a fait montre de cela. Il y a de débats. Il y a de débats. Elle a organisé, je crois, elle a participé à 20 assemblées générales, c'est ça, 23 assemblées générales. Et tout autour, il y a de débats, même autour du pays, la problématique de la responsabilisation de jeunes dans un pays. Et pour l'Afrique, c'est important, et particulièrement pour le Congo. Plus de 60% de la population de la République démocratique du Congo est constituée de jeunes. Alors, il faut s'y pencher. Et je suis tout à fait d'accord que le président s'y penche, que ça soit une priorité de priorité. Justement, nous parlons des jeunes, nous allons rester là. Madame, le président parle d'une adéquation entre l'enseignement et l'emploi. Et est-ce que vous ne trouvez pas que c'est possible, disons que cela n'est pas impossible, disons que c'est pas possible dans le sens qu'on trouve que de nos jours, les universités forment plus de demandeurs d'emploi que de créateurs d'emplois. Mais justement, ça doit devenir une priorité de réaliser cette adéquation-là. Bon, que des jeunes aient envie de faire droit, économie, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ce jeune-là, à la sortie, avec sa licence de droit, d'économie, etc., trouvera du travail? Donc, il faut, quand le jeune est sur le point d'avoir son diplôme d'État, déjà au niveau des lycées, des collèges. Des cycles d'orientation. Voilà, il faut des cycles d'orientation, mais surtout, moi j'ai pu bénéficier de ça en montant pourtant. Vous avez des chefs d'entreprise qui venaient au lycée. Oui, qui venaient prendre. À l'Institut Sainte-Thérèse de Lisieux où j'ai terminé, qui s'appelle Kambamba aujourd'hui, qui vous expliquait voilà, moi, je suis chef d'entreprise, je suis dans tel secteur, voilà ce que je fais, etc. Pour ouvrir un peu l'horizon des jeunes qui se disent voilà ce que je peux faire. Et la question essentielle qu'il faut demander à un jeune, parce que pour vraiment se réaliser professionnellement, s'épanouir, il faut faire ce qu'on aime. Bon, mais en choisissant ce qu'on aime, il faut se dire quelles sont les compétences dont j'ai besoin. Et puis il faut absolument que les jeunes se disent que le diplôme, ce n'est pas une fin en soi. Il faut continuer à apprendre. Or, les jeunes aujourd'hui, vous en verrez, j'en vois qui viennent au parti, pensent que leur diplôme, c'est un passe-droit. National licence langage, je dois avoir le meilleur job. Ils ne veulent même pas commencer comme... au bas de l'échelle, on va dire. Conseiller municipal ou quoi, ou assistant d'un conseiller dans un ministère. Non, eux, ils visent tout de suite. Ils veulent être ministres, eux aussi. Et pourtant, donner leur... Moi, je fais souvent cet exercice-là. Je dis... vous pouvez m'écrire une lettre de motivation ou bien vous pouvez me faire un petit résumé sur l'actualité du moment. Eh bien, c'est à faire pleurer. C'est à faire pleurer parce que non seulement c'est bourré de fautes d'orthographe, moi en montant, on nous retirait des points quand on faisait des fautes d'orthographe. Oui. Moins 2 points, moins. Non, aujourd'hui, on écrit n'importe comment et il y en a même qui vont jusqu'à vous dire français et ça, qu'on a sauté. Mais c'est la langue officielle. La langue officielle de ce pays. Donc, il faut toujours se dire comment je peux renforcer mes capacités, mes compétences. Et jusqu'à présent, à mon âge, je continue d'apprendre. Et là où aussi il y a une grande faiblesse, et nous devons réfléchir aussi à ça. Nous, à notre époque, en fin d'année, on nous donnait des prix. Il y avait différents prix d'excellence, etc. Et c'était quoi qu'on nous donnait et on était fiers de les ramener à la maison, c'était des livres. Aujourd'hui, quel jeune lit? On est tous sur nos téléphones et quand ils communiquent d'ailleurs par téléphone, ils vous diront c'est le style téléphonique. Oui, c'est le français texto, on va dire. Exactement. Alors ils ne savent plus écrire, voilà. Donc ça doit être une priorité pour les dirigeants concernés de réaliser cette adéquation-là
et de constamment, très tôt, au niveau même des lycées, d'ouvrir les étudiants, les jeunes au monde professionnel. Et M. Yamamba, vous ne pensez pas que, d'après ce que M. Isso et Mme Makombo viennent de dire, ne pensez pas que c'est le système qui doit être éducatif de ce pays qui doit être transformé? Non, je partage, Parce qu'il ressemble trait pour trait au système belge. Oui, je partage vraiment les propos de mes co-débatteurs. Mais je voudrais vous rassurer que j'avais produit un travail post-universitaire qui a porté effectivement sur les systèmes d'enseignement qu'il fallait revisiter pour construire le développement. D'abord, l'enseignement que nous avons aujourd'hui, nous déplorons naturellement l'écriture, le calcul, compagnie, etc. C'est un type d'enseignement bâtardisé. Vous voulez dire quoi par la bâtardisé? C'est un enseignement en fait qui ne donne pas des solutions aux problèmes de société. Parce qu'en réalité, lorsque on fait une étude, cette étude, c'est un approfondissement d'une question pour donner réponse à un problème qui se pose. C'est que très clairement, l'enseignement doit être conçu comme des réponses par rapport aux problèmes de notre société. Donc l'enseignement répond aux besoins de notre société. Et donc lorsque vous regardez naturellement ce type d'enseignement, vous allez voir que nos besoins sont ailleurs et les enseignements sont ailleurs. Finalement, ça devient véritablement une galerie, on parle bien français et puis ça s'arrête là. J'ai suivi Roland Isso dire une chose importante, parce que nous, quand on était encore jeunes, dans beaucoup d'endroits, vous avez des centres d'information de jeunes, des brigades aussi agricoles. Tout à fait. Et il y avait deux types d'enseignement. Il y a l'enseignement formel et l'enseignement non formel. Dans l'enseignement formel, c'est vrai qu'on peut entrer à l'école, on peut aller jusqu'à l'université parce qu'on a besoin de chercheurs. Mais il faut dire qu'on a eu trop de chercheurs sans trouver. Donc on a toute une armée de chômeurs de luxe qui se font appeler chercheurs, mais on n'a pas d'étudiants. Il faut plus d'aller travailler ailleurs. Voilà. Et alors maintenant, qui va aller au champ? Qui va nous fabriquer par exemple les casseroles? Qui va? Je suis allé au site Kivu, au site Ubangi. Il y avait après la guerre, ils n'avaient pas de machettes. Mais où sont les forgerons pour nous fabriquer des machettes? Tous les villages étaient là, on ne pouvait pas cultiver parce qu'il n'y avait pas de machettes, il n'y avait pas de où. Et donc, c'était une technologie qui pouvait être par les gens qui allaient à l'université, mais avec un enseignement non formel, accéléré, etc. On a des gens comme ça. Des maçons, des menuisiers, des charpentiers. Où sont ces écoles-là? À quel niveau ces écoles sont équipées? Tout cela faisant commun, donc très clairement que nous sommes nous-mêmes en train de fabriquer des chemins, non seulement de luxe, mais des chemins, n'est-ce pas, cachés. Et le président de la République a pris l'option, je crois que le rappeler, que désormais, nous devons travailler dans le sens, n'est-ce pas, de doser nos jeunes de certaines capacités de pouvoir être utiles dans la société. Mais nous allons également travailler dans la perspective de mettre, de publicité, ce que nous avons comme opportunité, notamment le minerai stratégique. Nous les avons 14, nous sommes au-dessus du monde entier, 14 minéraux stratégiques. Nous avons 80 millions de terres arables. Nous avons des potentialités, même au niveau par exemple de l'eau, la pêche, etc. 1500 espèces de poissons. Nous sommes capables. Et le président dit, plus question qu'on parle essentiellement de l'extraction, mais il faut aussi la transformation. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient comme un investisseur, il va extraire les minéraux, mais il doit les transformer, il doit les commercialiser. Et donc, quand vous avez la première opération d'extraction, on va engager les jeunes. Deuxième opération de transformation, on va engager les jeunes. Troisième opération, commercialisation. Entre-temps, à chaque opération, on afflue, on paie des taxes, on afflue les caisses de l'État, on fait des réallocations dans les différents services de la société, on crée encore des emplois et à ce moment-là, on construit véritablement des équipes. Oui, mais M. Yambamba, ça c'est vous, oui, vous le dites, c'est la chose à faire, mais est-ce que le président, avant de le clamer, est-ce qu'il a mis en œuvre des stratégies pour cela? Écoute, mais je travaille, vous l'avez dit, je suis de l'IDPS. Oui. Le programme que Peuple d'abord, nous y avons participé. Le programme de lutte contre la pauvreté, ça c'est le programme du président actuel, la lutte contre la pauvreté. Parce qu'il s'est inspiré de la thématique Peuple d'abord et il a construit un programme
de lutte contre la pauvreté parce que le peuple était dans la pauvreté. Et là, on a défini les actions, on a défini les stratégies d'opérationnalisation. Donc ces stratégies, c'est pourquoi j'étais en train de vous dire que plus question que quelqu'un vienne véritablement de l'Asie ou de l'Amérique pour dire je viens exploiter le cobalt et il s'occupe simplement d'extraction en ayant des complices dans l'intérêt véritablement des dirigeants de la République sans transformer. Aujourd'hui, comment pourrez-vous imaginer, en tout cas j'étais au Rwanda dernièrement, il y a une usine de raffinerie, n'est-ce pas, de coltan. Et aujourd'hui, il y a une perspective de fabriquer le téléphone Android. Parce qu'effectivement, le coltan participe dans les alliages électroniques, etc. Mais aujourd'hui, c'est 37%. Qu'est-ce qui explique que le Rwanda peut pouvoir transformer le coltan et peut pouvoir fabriquer, n'est-ce pas, des téléphones et nous ne pouvons pas le faire dès lors que nous avons 80% des réserves mondiales. Tout cela, c'est le président de la République qui essaie de faire comprendre que même le gaz méthane, on en a dans les parcs, comment on dit, le lac Kivu, mais c'est le Rwanda qui exploite. Mais il faut voir à différents niveaux, que ce soit au niveau de la commercialisation, au niveau de l'extraction, il y a même des magasins de consommation pour couler véritablement ces produits à Goma et à Bukavu. Et alors maintenant, pourquoi nous on ne le ferait pas? Et ce sont des stratégies. Quand on crée par exemple un environnement favorable à l'émergence des initiatives privées, où on vous dit, mais écoutez, nous là, 3 jours après, vous pouvez avoir vos papiers, et puis les tracasseries administratives policières sont véritablement terminées, alors venez investir. Mais on vous donne des orientations parce que de tout le temps, on a toujours fonctionné sans canevas. Des gens trouvent un terrain, faire tout même des graines pourries viennent germer. On ne vous dit pas qu'est-ce que vous devez faire et comment vous allez le faire. Il fiche où vous pouvez vous adapter. Aujourd'hui, nous sommes en train d'y travailler. La perspective est de se faire en sorte, vous venez investir, nous vous accueillons, on vous donne les garanties, on vous donne les opportunités, mais répondez véritablement aussi aux préoccupations du Congo et du Congolais et qu'au finish, on puisse partager les dividendes. Ça, c'est le combat du président, mais ça ne se fait pas en un mois, en une année, c'est un combat de tout le temps. Et donc, on est en train de poser ce que nous appelons les jalons ou les premiers pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Monsieur Roland Issou, concernant la couverture de santé, le président a beaucoup promis dans son discours. Selon vous, quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre? Jusque-là, je pense que la meilleure stratégie, c'est dans la création de mutuelles de santé. Et je crois que c'est la stratégie la plus simple et la plus utilisée de par le monde. Même en Europe et partout ailleurs, les gens utilisent ce qu'on appelle la mutuelle de santé. Et ça pourra également faire valoir que les gens se retrouvent avec moins d'argent. On peut se faire soigner, déjà avec l'essentiel ou le fondamental déjà, pour que vous soyez pris en charge par rapport à ça. Mais un petit rebondissement, j'ai aimé du fait que lorsque on parle quand même du Rwanda, on parle quand même de ce développement, on parle quand même de ce traitement, la raffinerie, également la création, fabrication des téléphones. Oui. Vous savez, le président a martelé un élément très important. Madame Makombo a relevé cet élément dans ses mots, parlant de cette diplomatie. Lorsque le président de la République a parlé par rapport aux Nations Unies, les relations que nous avons eues déjà avec les Nations Unies, le président a même relevé un élément très important. Vous êtes sur l'avenue Monjiba, par exemple, sur le pont Dag-Amachok, là, vous retrouvez que déjà la République démocratique du Congo a une histoire. Et nous avons aujourd'hui dans le pays la plus grande mission des Nations Unies dans notre pays. Le président a relevé un élément aussi important. Il a fait quand même, il a loué le prouesse des éléments de casque bleu. Mais revenons sur un fait, il mentionne du fait que nous avons arrêté cette rébellion avec le mouvement M23, je crois. Il a parlé de la brigade d'intervention. Et si nous pouvons revenir à la formule de la brigade d'intervention, ça sera également bénéfique pour la République démocratique du Congo, puisque nous retrouvons à l'est du pays plus de 130 groupes armés. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de retrouver plus de 130 groupes armés à l'est. Et dans ces éléments,
vous avez compris sa diplomatie de créer des relations de bon voisinage. Il l'a relevé. De ma prise de fonction, j'ai accéléré les missions diplomatiques avec le pays voisin pour que nous puissions voir comment la République démocratique du Congo, dans sa transversalité avec 9 voisins, peut arriver à vivre en bons termes, relations de bon voisinage avec les autres. C'est un élément très important. Parce que la plupart de ces groupes armés, lorsque vous le retrouvez, ils ont de quartier général, ils ont de base arrière, vous le retrouvez également dans les autres pays voisins. Et si nous il a parlé de ralliement avec le Daesh, par exemple. Vous retrouverez cet élément-là. Et la création également de cette brigade régionale entre le pays de la région, ça pourrait également favoriser. Et c'est ça qui favoriserait également l'essor de la République démocratique du Congo à l'Est. Déjà depuis 1994, vous savez ce que le pays est en train de subir à l'est du pays. Et tout ce temps, il n'y a que de bruit de guerre, de déplacement de population, des villages qui sont vidés, ainsi de suite, l'épuration de la population congolaise à l'est du pays. Donc c'est pour dire que la République démocratique du Congo est en train de prendre son essor maintenant par rapport à cette situation. Et parce qu'ils ont fait une priorité, je crois que dans les jours qui viennent, nous pouvons sourire déjà à l'est du pays par rapport à cette situation. Donc, moi je suis tout à fait d'accord que le président a fait une sortie honorable. Il a vendu son pays, il a mis sa population au centre de tout. Et dans tout cela, c'est la recherche de la dignité de l'homme congolais aujourd'hui. Madame Makombo, vous êtes du même avis que les mutuelles de santé sont la solution même pour ce problème de couverture de santé dont a parlé le président? Moi, tout à fait, c'est une solution, mais nous qui aimons beaucoup organiser des états généraux, des forums, il faudrait peut-être organiser aussi sur la question. Tout à fait. Mais je voudrais mettre l'accent sur la contribution dans le domaine de la santé, des centres de santé qui sont de proximité qui sont essaimés dans nos quartiers. Et nous-mêmes, nous avons un centre de santé à Yolo Sud. Et ce qui est désolant, c'est de voir à quel point ces centres, comme d'ailleurs d'autres entreprises, ces centres sont victimes de tracasseries administratives. Oh. Vous savez, à longueur de journée, parce que je suis là, je suis gérante de ce centre, nous voyons défiler qui quelqu'un vient de la caisse commune, de prévoyance sociale, qui vient de la zone de santé, qui vient de la DGI, etc., avec des ordres de mission. Et la première fois, j'étais ahurie. Vous lisez l'ordre de mission, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'équipe, et on met en noir et blanc en bas que les frais de transport sont à la charge, à votre charge. Voilà. Et puis, chacun vient, on a un staff, pas nombreux, mais un staff. Ils nous réclament maintenant pour chaque contrat de travail qu'on leur paye $60. Au nom de quoi? Sur la base de quel texte? Et quand mon équipe discute, non, Toro Kitissa, 35. Mais pourquoi même ce montant-là? Je suis dans le domaine de la santé, j'ai une entreprise, je contribue parce que nous offrons aux habitants de l'agglomération des contrats de mutualité. On dit, vous versez par exemple $20-25, eh bien, papa, maman, 3 enfants et tout ont droit aux soins, etc. Donc c'est un palliatif devant les lacunes ou les défaillances que notre système de santé a. Non, à la place de ça, nous avons des tracasseries qui sont autorisées ou qu'on laisse faire. Donc je pense que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, il faut, quand le président parle d'emploi, oui, sa vision est bonne, sa volonté, on la sent. Et puis, bon, si on doit revenir à la question du marketing, oui, c'est un très bon communicateur. Il a cette capacité-là. Au niveau de ses compatriotes, regardez, comme je dirais, le malheur,
le tabac qu'il a fait en Belgique, etc., mais aussi avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Mais maintenant, il faut très vite allier la parole à l'acte, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire assez rapidement. Monsieur Isso, vous avez parlé à un moment donné aussi et vous, parce que vous avez soulevé la question de ces pertes de cerveau, drainage de cerveau. Eh bien, il y a une chose assez rapide et simple à faire. Dans tous les... Moi, je suis d'ailleurs fière, depuis que je suis rentrée au Congo, de constater que l'expertise, nous l'avons dans ce pays. Il n'y a pas un secteur où on n'a pas. Hein? Il y a des secteurs où on doit renforcer, mais on a. Mais pourquoi ne pas faire un genre de ouzou, hein, secteur par secteur? Quels sont les techniciens qu'on a, les savants qu'on a, l'expertise qu'on a? Et systématiquement, quand il y a un besoin dans tel secteur, on ne regarde pas maintenant les copinages et tout, on nomme. Et c'est dans ce sens-là que beaucoup ont salué le fait que le président ait, par exemple, désigné M. Matungulu pour aller à la BAD. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et moi je me dis, c'est vrai que la tâche est gigantesque. Ce qu'il y a à faire dans ce pays, c'est énorme. Mais il y a plein de petites initiatives qu'on peut déjà commencer à faire pour relancer l'emploi, pour former nos jeunes dans ces centres. Quand vous dites ce centre avec ce pasteur-là, c'est absolument scandaleux. Hein? On sait que c'est un fait établi. On peut envoyer des enquêteurs sur mais place. ce pasteur paye ses taxes, hein, je suppose. C'est pour ça qu'il jouit de cette portion de terre-là qui ne lui revient pas normalement. Eh bien, la puissance publique peut mettre fin à ça, quitte à le dédommager, parce qu'il est en train d'hypothéquer l'avenir d'enfants qui ne peuvent pas étudier parce qu'ils ont des baffes qui leur arrivent dans leurs oreilles très tôt le matin. Donc, je me dis que oui, nous sommes fiers de ce premier grand oral du chef de l'État. Monsieur Yamba Yamba ne me contradira pas, lui qui est un érudit, si je dis qu'il a passé avec grande distinction. Oui, mais maintenant, il faut que nous soyons vigilants pour que chacun des axes qu'il a bien voulu dresser, qu'il y ait une action... oui, justement, cette action qui peut venir avec la numérisation, comme l'a dit le chef de la République, est-ce que vous pensez que cette numérisation peut mettre fin à la corruption et à l'impunité, M. Yamba Yamba? Ok, avant de répondre à la question, je voulais simplement dire que, en tout cas, mes deux co-débatteurs ont bien parlé sur la question d'assurance maladie, qui en fait est une assurance vis-à-vis des risques. Vous savez que nous sommes dans une situation de pauvreté. On ne sait pas quand on va tomber malade, il faut s'assurer pour que le moment venu, on puisse véritablement vous aider. Et les mutuelles de santé sont importantes dans d'autres cieux, mais nous devons concevoir aussi quel devra être notre modèle que nous mettons en place, etc. Mais d'ailleurs, l'histoire de notre pays, depuis 1978 avec l'accord de Amalta, etc., a déjà prévu un certain nombre de choses. Ce que madame disait, ce n'est pas des mutuelles de proximité. Il y a ce qu'on appelle des centres, des zones de santé. Il y a des centres de santé et des postes de santé. Et à chaque poste de santé, il y a ce qu'on appelle un comité de santé, qui est considéré comme une mutuelle. C'est-à-dire, le moyen d'acquisition ou d'approvisionnement des médicaments sortent des malades et de la communauté. Et il y a un gérant qui sait, dans des rencontres bien déterminées, dit que nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela, on lève les options et on réalise les choses. La fixation même des prix est le résultat d'un débat entre les copropriétaires. C'est très important. Mais il faut activer cela. Il me semble que même au niveau des zones de santé, ça pose problème avant d'arriver à d'autres situations, mais que cette proximité soit rendue opérationnelle et l'arrangement institutionnel est déjà disponible, mais on ne l'a jamais activé. Alors, à la question que vous posez, celle de la numérisation. Qui peut mettre fin, je suis consultant, une solution magique, on va dire. Je suis consultant près de la Banque mondiale, ça fait une vingtaine d'années. Et nous avons, dans la province de Bandundu, compris qu'on générait 30 millions de francs congolais chaque année. Non, chaque mois. Et on se disait, ancien Bandundu, qui compose aujourd'hui les trois provinces,
Alors maintenant, comment on peut avoir 30 millions de francs? Et nous avons fait des études avec le professeur Moutamba, etc. Nous sommes arrivés à comprendre qu'il y avait plus d'argent, c'est pas, que ce qui revenait et que l'argent entrait dans les poches des gens. Et c'est comme ça que nous avons proposé ce que nous appelons l'informatisation, la numérisation. Quand le travail a été fait, on a installé les machines dans les différents sites qui drainaient de l'argent. Le mois suivant, ça donnait déjà 400 millions. L'autre mois, on est allé à 700 millions. Le coulage. Et on est arrivé jusqu'à 1 milliard. Au sointage. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, Roland? Au bout d'un exercice, il y avait traçabilité, il y avait transparence. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils disent, ah, avec cette histoire, nous, on ne va plus gagner. Alors, ils ont commencé à saboter les machines. Quand on est reparti, et c'est là qu'on va voir, oh non, non, les machines ne fonctionnent plus. Okay. Et alors maintenant, on est revenu d'1 milliard à 30 millions. 130 millions. Et maintenant, ça descend progressivement. Aujourd'hui, avec le découpage, c'est gravissime même. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a nécessité de pouvoir numériser. Et aujourd'hui, je travaille comme point focal d'une entreprise qui est basée au Canada, Marcelo, et qui travaille sur la numérisation. En tout cas, il est leader à travers le monde par rapport à cette question. Et ils m'ont présenté même un projet. Ils ont ce qu'on appelle, un logiciel qu'on appelle, une piste qu'on appelle DAN. C'est-à-dire que même au village, là où il n'y a pas de courant, le piste lui-même contient ce que vous appelez l'énergie solaire. Et avec ça, au même moment que l'argent entre, par exemple à Kasumbalissa, c'est au même moment qu'il y a la présidence est informée, le ministère le serveur central renvoie. C'est cela. Et ça, c'est un grand défi. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On vous a dit que 15 milliards étaient volatilisés chaque année, etc. Et j'avais entendu même le Premier ministre à l'époque qui disait que si on bancarisait en proportion même de 40%, on peut avoir 20 milliards de dollars. Un panel de chercheurs disait, si on réduit la corruption à 30%, on peut avoir l'année suivante 55 milliards. C'est que très clairement, la numérisation devient un grand défi pour le président. S'il arrive, encore que nous sommes là justement pour l'encourager, de manière à aller très opérationnellement pour que cela se matérialise. Sinon alors, on va drainer de l'argent, on va drainer. Pouvez-vous imaginer, madame, le président Félix arrive au mois de janvier, et que là, le budget de la République, il a été prévu que la télécommunication va drainer de 106 milliards de francs congolais. Un mois après l'arrivée du président de la République, les gens craignant les histoires, on a inventorié jusqu'à 126 milliards de francs congolais. Et pourtant, toute l'année, il a été prévu 106 milliards. Vous comprenez là qu'aujourd'hui, même ceux qui sont en train véritablement de faire des incantations autour de la gratuité, on peut arriver à le faire. Et le président a la volonté, il ne se trouvera jamais dans les complotations pour faire couler de l'argent dans la République. Encore que chacun de nous... Oui, mais monsieur Norbert, pas lui, mais comme tout à l'heure vous avez parlé de sabotage de machines, il faut le dire vrai aussi que aujourd'hui, la personne même qui est chargée d'entretenir ces machines-là ou de concevoir ce logiciel à lui-même aussi peut être soudoyé par une personne afin que ceux qui entrent ne soient pas ceux qui est déclarés nécessairement. Non, mais c'est comme ça que, madame, la société est conçue dans un partage des rôles. Chacun devra jouer sa partition. Aujourd'hui, nous avons l'inspection générale des finances qui est rattachée à la présidence. Nous avons la Cour des comptes. Nous avons la société civile au travers des contrôles citoyens. Nous avons les partis politiques qui font aussi les monitoring de l'action publique. Nous avons également l'Assemblée nationale et le Sénat. Au niveau provincial, nous avons des assemblées provinciales. Nous avons la société civile. Nous avons ces différents services. Il faut que chacun joue sa partition. Le président de la République peut avoir la bonne volonté, encore qu'il donne l'impulsion. Et il est en train véritablement de le faire. Mais encore que nous tous, nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de redorer le blason de notre pays. On a besoin de montrer que nous sommes un leader qui était à genoux, mais qui est debout aujourd'hui. Et la capacité de persuasion, et la volonté très volontariste du président. Tout à fait. Si tout le monde pouvait aussi s'engager dans la même direction, je pense
on pourrait avoir des Justement. résultats. Donc justement pour Oui, aller parce dans- que je dans le pense que même le sens de la problème, que c'est l'engagement de la personne. Justement, aller dans Oui. le sens de la numérisation, c'est également une grande solution pour le pays, dans le sens de coulage de recettes. Le soin, bon, madame a parlé de sointage. On va parler de sointage, effectivement. Regardez le résultat aujourd'hui pour une gestion de la ville de Kinshasa pendant 12 ans. L'ère Kimbuta aujourd'hui. L'OD de la ville de Kinshasa est incarcéré. Le ministre provincial de Finances incarcéré également parce qu'il y a eu des détournements de fonds. Pendant autant d'années, on a pu avoir des taxes, on a pu prendre tout ce qu'on pouvait prendre, on a pu mobiliser tout ce qu'on pouvait mobiliser, on a payé ce qu'on appelle ici à la ville de Kinshasa avec les véhicules. On a tout Des fait. vignettes. Des vignettes, et ainsi de suite. On a créé la DGRK, on a créé de fonds, et ainsi de suite. On a mobilisé. Et à un certain moment même, l'OCC pouvait mobiliser l'argent pour la salubrité de la ville de Kinshasa, mais détourné. Aujourd'hui, avec la numérisation, vous allez comprendre qu'il y a quand même une solution par rapport à ça. Les 15 milliards de dollars qui disparaissaient Évaporés, chaque année, voilà. évaporés. Regardez, du côté de la télécommunication, on déclare 100 et quelques, et après le président arrive, le montant augmente. Le code du pays utilisé par ces sociétés de télécommunications, il paye combien à l'État congolais? La société nationale même de télécommunications ne marche plus. Mais ce sont des télécommunications privées qui ont utilisé des années et des années le code du pays 243. Et qu'est-ce qu'ils ont donné au pays? Détourné. Vous avez Kabila Mouzé qui arrive. Il a fait juste deux ans et demi, 3 ans, mais il a pu travailler avec le fonds propre. Ça ne nous mène pas à réfléchir par rapport à ce qui se passe dans notre pays, qu'on peut booster beaucoup de choses avec le fonds propre. Le président Félix arrive, 8 mois, le programme de 100 jours est annoncé, le programme de 100 jours travaille, mais c'est le fonds propre avec le FPI. Justement, vous parlez de fonds propres. Non, la question aussi, c'est une question subsidiaire. Avec la numérisation, Oui. la République démocratique du Congo, dans son budget, fonds propres, peut arriver à mobiliser 50%. La République démocratique du Congo peut arriver à mobiliser 50%. Justement, je rebondis sur ce mot-là de fonds propres pour vous dire que, pour poser cette question de savoir, est-ce que ce n'est pas possible? Vous ne trouvez pas que nous sommes toujours dans ce système de la politique de la main tendue? Parce que quand le président dit ce programme, par exemple, bénéficiera de l'appui stratégique et financier de l'ensemble des partenaires et de l'accompagnement du programme des Nations Unies. Là, vous parlez des fonds propres, mais vous ne pensez pas que lorsque l'on... Dans ce discours, on retrouve au moins quand même... Il y a toujours, tout à fait, il y a toujours un accompagnement extérieur, il y a toujours un accompagnement international qui arrive pour vous mettre dans le rail, pour vous surveiller de respecter le programme. Nous avons connu il y a peu également une déviation dans le programme, dans l'exécution du programme gouvernemental. Vous le savez, avec Matata, on a également connu un problème avec les institutions financières internationales. Le programme gouvernemental était établi. Matata arrive, il bouleverse le programme, il commence à attaquer dans les dépenses urgentes. Et dans les dépenses urgentes, nous avons perdu autant de milliards avec cette histoire ici de comment on a appelé ça, de Bukangalonzo. Bukangalonzo n'existe plus aujourd'hui, on a perdu de milliards. Et lorsqu'on va dans le fond en comble, on découvre aujourd'hui, lorsque vous fouinez, c'est que ça n'appartient pas réellement à la République démocratique du Congo, c'était des investisseurs étrangers également. Mais où est parti l'argent du contribuable congolais? Je cite un exemple. Étions-nous prioritairement dans la construction de l'immeuble intelligent? On a perdu 46 millions de dollars pour construire cet immeuble intelligent-là. Allez voir si c'est réellement l'immeuble intelligent. Alors qu'avec 46 millions de dollars, on pouvait réhabiliter même des centres de formation professionnelle de jeunes. Avec ça, on pouvait même payer le méprisable fonctionnaire congolais ici. On a perdu combien? Nous sommes allés dans le programme urgent, dans des dépenses urgents et conséquences. Nous avons été bloqués. Donc, s'il faut le dire, la numérisation aujourd'hui peut nous aider à mobiliser autant
par rapport à ce qui était mobilisé avant. Donc il y a quand même une augmentation par rapport à la numérisation. Et moi je trouve que c'est une solution palliative par rapport à ce que nous avions avant. Et ça pourra aider le pays. On ne peut pas mobiliser directement à 100% par rapport à la numérisation, mais on dit allons par palier, c'est déjà une solution. Avec les résultats, avec les effets, on se dit que ça va donner déjà. Des exemples ont été donnés ici, Légion. Donc j'estime que c'est une solution. Voilà, madame, j'ai l'impression que de tout ce qui est dit ici, c'est une question que je n'avais pas prévue, mais là, elle me vient en tête comme ça, parce que de tout ce qui ressort ici, j'ai l'impression que tout tourne autour de cette réforme de mentalité. Alors, moi, je vous pose la question, parce que j'ai été scandalisée moi-même, pour vous dire, hier, à bord d'un taxi, il y avait un autre chauffeur dans un embouteillage qui venait dans un sens contraire, mais lorsqu'on lui a dit que ce qu'il faisait, ce n'était pas normal, il a dit, qui de vous tous ici a construit cette route? Belge Atika Bisomboka Oyoboye, Yozanani. Alors moi, je vous pose la question, comment peut-on reformer l'homme congolais? Parce que j'ai l'impression que tout part de là. Oui, tout part de là, mais moi, je dis que l'exemple vient d'en haut. Quand le peuple verra que ceux qu'on dirige pour, par exemple, celui qui a pris la route en contresens, si il s'était retrouvé en face à un roulage et que le roulage l'avait stoppé, s'il avait pris seulement quelque chose, il allait donner au roulage, le roulage allait le laisser passer. Donc, et on voit ça tous les jours. C'est écœurant. C'est vraiment écœurant. Donc, oui, changement de mentalité, mais il faut commencer avec une réelle volonté de changer ces mentalités-là. Il faut commencer au niveau des écoles. Nous, on nous apprenait le civisme à l'école. Très bien. Aujourd'hui, où on en est. Il faut commencer au niveau de nos églises. Je passe parfois devant des églises, je suis absolument atterrée d'entendre le leitmotiv, le message qui revient toujours, c'est Satan sort de ma vie. Le Satan, en fait, c'est soi-même. Parce que nous... Non, dans des églises, le Satan, c'est l'oncle, c'est la tante, c'est... Oh, voilà. Non, voilà, c'est toujours l'autre. Oui. Mais on oublie que c'est soi-même d'abord. Donc, je disais encore récemment, même le savoir-vivre, les bonnes manières se perdent au Congo. Et ben, ça commence par la cellule familiale, par l'école, par l'église. Et quand le peuple voit, les dirigeants que nous avons, les pouvoirs publics qui nous dirigent, sont consciencieux. Quand vous allez ça m'est arrivé, vous allez dans votre commune, demander un document, mais parce que vous êtes allé là un vendredi, le bourgmestre ou son adjoint vous dit non, je peux le faire rapidement, etc. Vous dites oui, et c'est au bourgmestre que vous donnez l'argent. Et le bourgmestre devant vous prend l'argent, met dans sa poche. Quel est le message que ça fait passer? Alors que, je retombe sur la question de la numérisation, si tous ces actes, des petits aux plus grands, administratifs, tous ces paiements étaient numérisés, je pense que ça diminuerait d'autant la fraude. Donc soyons, le président en a parlé, numérisation, oui, eh bien, qu'il engage réellement l'action, qu'on se mette à mettre ça en place, à l'exécuter. Et vous avez dit à un moment donné, oui, mais on fait toujours appel à l'étranger, oui, la politique, là, oui, toujours la main. Oui. Moi, je dis que comme nous ne pouvons pas réaliser toutes ces priorités du chef de l'État, toutes ces visions qu'il a en 24 heures, même en 2 ans, ça sera difficile, on a encore besoin de cette aide de la communauté internationale. Mais il ne faut pas oublier que de cette dépendance que nous continuons à entretenir, nous allons provoquer et entretenir aussi une ingérence. Donc il faut, tout en acceptant cette aide que nous sollicitons, avoir absolument la volonté de dire le Congo dans X temps peut s'en sortir. Et je voudrais juste dire un mot sur
notre budget ridicule, maigre. Vous avez raison, vous avez soulevé tous les deux qu'il y a l'argent, il y a dans ce pays. Il faudrait aussi, dans ce domaine-là, avoir une brigade financière peut-être dans le cadre du mécanisme de l'inspection générale des finances, je n'en sais rien, mais absolument enquêter partout où il y a eu ce genre d'exaction, de malversation, vous avez cité Bokangalonzo. Moi, chaque fois, parce que nous, au Conseil économique et social, on s'est penché d'ailleurs sur cette question qu'on a vu qui était mal pensée, mal conçue. Quand vous avez un ministre de l'Agriculture, à l'époque, je crois que c'est Mayombe, sur une radio de la place qui dit « Non, on n'avait pas fait une bonne étude de sol ». Vous vous dites « Mais dans quel pays on est là ?» Donc il faut commencer, on ne va quand même pas laisser des cas comme Bokangalonzo juste impunis. Est-ce qu'on va laisser des cas comme le scandale du FPI avec toutes ces sommes qui sont sorties? On va juste laisser ça comme ça? Alors, je ne dis pas que le président a eu un mot fort, ça a été repris dans un sens ou dans l'autre. Il a dit je ne vais pas fouiner. Lui, il ne va peut-être pas fouiner, mais les autres pouvoirs publics doivent fouiner. Même si je ne dis pas qu'il faut sanctionner, parce que la sanction, nous savons au Congo, elle est lente à venir. Nous savons que notre justice est corrompue. Mais il faut documenter tous ces cas-là de gaspillage, de gabégie. Et voilà. Et pour mettre fin à cela. Parce que tant qu'on ne saura pas tel cas s'est déroulé de cette façon-là, voilà les gens qui ont été impliqués, etc., eh bien, on va recommencer les mêmes erreurs. Voilà, comme madame le dit, monsieur Yamba, j'ai l'impression qu'en RDC, ici chez nous, lorsqu'une personne est attrapée dans un forfait, on va dire, détournement, quoi que ce soit, la punition, c'est la prison et ça s'arrête là. Pourquoi il n'y a jamais remboursement? C'est ça justement le défi qu'il faut relever, mais je voudrais apaiser madame. Les gens qui se sont endettés chez FPI, même si le président dit qu'il ne va pas finir, c'est pas ça. Quand quelqu'un prend une dette, il doit la régler. C'est très important, ça c'est pas concerné. Ils doivent payer cet argent-là. Quand il dit qu'il ne veut pas finir, ça dit qu'à chercher dans les plus petits détails, mais chaque institution a son rôle à jouer. Chaque institution a son rôle à jouer et chaque institution doit affirmer son leadership. La vision du président de la République, ce n'est pas faire de règlement des comptes. Le règlement des comptes. Mais en dehors du règlement des comptes, il y a la gestion normale de la société et quelqu'un qui a été responsable d'un auteur, d'un crime, doit pouvoir le payer. Cependant, je reviens par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi le président doit aller? C'est comme s'il faisait une sorte de mendicité internationale. Certains ont parlé d'infantiliser notre pays. Infantiliser, le terme employé. Mais ça, c'est un débat de quartier. C'est vraiment dommage que l'élite politique est restée dans un débat de quartier, d'aller dans le débat de prospérité. Nous savons que nous devons construire notre enracinement. Nous devons avoir notre fondation. On ne peut pas penser à un budget essentiellement avec ce qui vient de l'extérieur. Et le président met en place des mécanismes pour générer des ressources internes. Mais le Congo, c'est 80 fois la Belgique. Le Congo, c'est 4 fois la France. 9 fois le Japon. Vous n'allez pas dans 5 ans terminer l'institution du Congo avec les moyens internes. Même si nous avions 400 milliards de dollars de budget, nous aurons toujours besoin de la solidarité internationale. Les États-Unis, madame, qui a travaillé, c'était la plus grande puissance économique et militaire du monde. Mais à la dette extérieure, l'équivalent de son produit intérieur brut. Nous avons besoin des autres, dans le cadre de la solidarité entre le peuple. Les institutions qui sont mises en place à travers le monde, que ce soit le FOM, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, nous sommes partie prenante. Et nous avons besoin de dividendes, de l'intervention, des contributions de ces institutions pour que nous puissions greffer sur nos efforts. Greffer, j'ai dit greffer. Greffage suppose nous existons, mais nous demandons ce que nous avons besoin pour que ça se greffe. C'est très important. Je voudrais également dire, quand on parlait de réformer, n'est-ce pas, les Congolais, oui, il y a un problème. Tout ce que nous avons fait comme diagnostic montre très clairement qu'il y a un problème avec les Congolais. Mais cela est changeable. Ce n'est pas une contrainte incontournable, comme on dit, une contrainte qui ne peut pas trouver de solution.
Nous croyons aujourd'hui avec le président de la République. D'abord, première chose, il a mis en place ce que nous appelons la cellule de changement de mentalité. Cette cellule de changement de mentalité est animée à la fois aujourd'hui par un intellectuel doublé de facultés spirituelles. Et nous croyons qu'avec cette cellule, il va travailler avec les différentes institutions qui entrent en ligne de compte. Le président, déjà à partir de Belgique, a annoncé qu'il devra mettre en place une agence de lutte contre la corruption. Cette agence, madame, devra fonctionner comme une brigade, comme vous l'avez dit. Et cette brigade va être en contact avec tous les différents services autonomes, mais de dissuasion, qui travaillent dans le cadre du monitoring, n'est-ce pas, de l'action publique. Et avec cette agence, on va mettre en place un système de surveillance mutuelle. Cette agence pourra même évaluer le travail, par exemple, de la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, et évaluer même les dérapages de l'Assemblée nationale, du Sénat, à différents niveaux, pour demander aux cours et tribunaux d'agir avec autonomie, avec perspicacité. Si on se surveille mutuellement dans les différents secteurs de la vie nationale, je pense qu'il y aura traçabilité, je pense qu'il y aura transparence, et puis on va sauver ce qui est sauvable. Mais croyez-moi, lui-même, vous avez suivi son spot, c'est toujours pour faire comprendre aux Congolais. Ignoti la qui disent les latinistes. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Allons avec la sensibilisation, mais aussi allons avec la dissuasion. Les cours et tribunaux doivent commencer à travailler. Oui. Les procureurs doivent se saisir toujours des dossiers. Regardez ce que nous sommes en train de parler de FPI. Ça fait combien de temps? Sur ces gens qui se sont endettés au FPI, eh bien, ils se sont endettés en fonction véritablement, n'est-ce pas, d'un certain délai. Et ces délais sont dépassés. Alors, quelles étaient les conséquences par rapport à ces contrats? Nous avons tous été des débiteurs de banque. Et quand vous êtes en banque, on vous dit, en derrière tel délai. Quand vous êtes insolvable, eh bien, vous avez donné des garanties. Et sur base de cette garantie, on peut pouvoir aliéner ça. Mais pourquoi on ne le fait pas? Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec l'arrivée du président de la République, qui croit fermement, c'est pas, à l'établissement d'un état de droit, chaque institution qui a une responsabilité doit assumer et assurer son leadership. C'est comme ça que chacun de nous aura contribué pour que le pays avance. Le président de la République ne peut pas aller à Bafouassende, à 2000 km, ou à Walungu. Il faut que quelqu'un, le gouverneur de province, le maire de la ville, l'administrateur du territoire, les chefs de la chefferie, etc. Il faut que chacun fasse son travail. C'est très important. Mais encore que lorsqu'on est à Walungu ou à Ngweshe, s'il y a détournement, il faut que le tribunal qui est sur place là-bas puisse justement se saisir du dossier au travers le tribunal, le procureur, etc. Ça, on en a besoin. Et bien, il faut également que la société civile sur place, il faut que les gens qui établissent des dossiers et qui conduisent ces dossiers en bonne et due forme, qui les remettent. Si on se surveille mutuellement, si on ne donne pas ça les responsabilités au président de la République, quelqu'un me disait que non, chez nous, nous avons une vision des rois. Il n'y a que les rois qui peuvent faire tout. Non, il y a une répartition des rôles. Il y a une répartition. Les gens se renferment dans leur chambrette et oublient qu'ils ont des responsabilités. Est-ce que pour aller interpeller, par exemple, quelqu'un qui a pris l'argent au FPI, il faut que le président demande au procureur général de la République? Mais ça anodin. Donc nous croyons que nous sommes en train de poser un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Mais en déant une année ou 2 ans, les choses devront fonctionner de manière optimale. Nous l'espérons. Monsieur Issou, le secteur de l'électricité pose beaucoup de problèmes ici en RDC, vous l'avez remarqué, puisque vous vivez ici, et surtout à Kinshasa, où nous avons des coins où on fait une semaine sans courant. Je parlerai particulièrement de mon quartier à Pigeon. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources d'énergie exploitables, justement? Le président a reconnu que d'ici là, nous devons arriver à 60% de l'électrification de la République démocratique. Oui, mais est-ce qu'on peut exploiter d'autres sources telles que l'éolienne, le nucléaire, tout ça? Effectivement, de nouvelles énergies. Je crois que c'est dans le programme bien établi et dans le quinquennat ici, il y a également des solutions qui seront trouvées. Mais je voudrais rebondir et revenir. Excusez-moi parce que... Toujours sur l'impunité? Oui, tout à fait, parce que c'est... Oui, c'est une matière qui ne va jamais finir tant que... C'est tellement intéressant qu'il lui faut et également ajouter un peu de la crème aussi par rapport à ce que les autres ont dit. Parce que c'est vraiment intéressant, c'est
perspectives pour le pays. Et il faut qu'on le dise, il ne faut pas qu'on le garde avec nous. Madame a parlé du civisme, de notion de civisme, le savoir-vivre. Nous l'avions connu en son temps. Oui. Nous avons appris ces... Mais je pense que c'est une matière qui est toujours enseignée, non? Je suivis le nouveau ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, qui a également martelé sur ce fait-là. Il dit il faut qu'on revienne avec le cours de civisme, mais cette fois-ci, que ça soit comme le cours de citoyenneté, pour apprendre le Congolais son pays, pour apprendre le Congolais comment faire respecter son pays, respecter le bien public, parce que le bien public, la res publica, c'est ton bien, c'est mon bien, c'est notre bien. Donc ce sont nos biens à nous tous, du fait que nous devons nous surveiller les uns les autres, comme M. Yamba Yamba l'a dit tout à l'heure. Madame a cité un exemple. Moi, je l'ai vécu hier soir. Excusez-moi, c'était l'anniversaire de mon épouse. Je me suis dit, bon, je vais me déplacer pour aller lui faire une petite surprise. J'achète un pizza, j'achète le gâteau. Et je suis là sur l'avenue Mondjiba. Je traverse du côté de Loutio, de l'habitation du Premier ministre. Effectivement, il y a des véhicules qui roulent à contre-essence, même sur les dalles. Et je me tiens là, je dis à ce monsieur, je dis, mais ce n'est pas normal. Tu ne peux pas rouler sur les dalles ici, c'est pas fait pour que tu roules sur ça. Et il y a des véhicules qui rentrent même sur la servitude de piétons. Et je lui dis, monsieur, ce n'est pas normal. C'est vraiment la réponse. Je lui dis, monsieur, dans mon pays, tu ne peux pas faire ça, parce que ça, c'est aussi mon bien. Et je lui ai dit ça de vive voix. Donc, allez-y comprendre que, comme M. Norbert l'a aussi dit, Madame l'a dit, le Satan, c'est l'autre. Sors de ma vie, Satan. Oui. Alors que soi-même, on doit commencer par faire une introspection. Ou bien des messages comme Narokende Poto, Naira Kote Kabatute, des trucs comme ça. De la même manière, M. Yamayamba a dit, ce n'est pas un règlement de compte. De la même manière, l'État a mis en place une structure que nous appelons l'Office de gestion de la dette publique. Donc, l'État doit aux gens, il y a aussi des gens qui doivent à l'État, qui doivent payer aussi de dettes. Et là, on se pose la question par rapport à cette histoire de FPI, qui sont les vrais endettés du FPI? Ou seulement parce que il y avait des parrains qui cachent les vrais endettés? Parce que lorsque vous regardez dans le programme de financement, on va vous demander, on vous dit, mais il faut payer tel montant pour que votre projet soit accepté. Mais c'est quoi cette histoire? Il faut aller voir, il faut aller dans telle direction, il faut déverser tel montant. Il faut aller voir tel directeur pour donner tel montant. Et tout cela, ça devient de concussion, de corruption. Parce que vous avez un parrain et ce parrain vous conduit. Et le parrain à lui-même, pour parvenir le dossier, il a déjà dans sa poche déjà 20 000, 30 000 $. Donc on demande de l'argent à celui qui en cherche. Et la plupart, aujourd'hui, allez-y vérifier, allez-y voir si réellement tout ce que nous voyons aujourd'hui là, ce sont les Congolais qui sont propriétaires. Et la plupart aujourd'hui, ce sont des expatriés qui prennent l'argent du FPI. C'est eux qui viennent de riches, de nouveaux riches. Et le Congolais, on ne sait même pas lui donner ce subside-là. On ne sait même pas lui donner ce fonds-là de travailler et de commencer à rembourser. Vous comprenez ça? Donc, toutes ces alimentations que nous voyons ici, ce n'est pas avec leurs fonds propres, ils débarquent avec de leur pays. Ce n'est pas la xénophobie, mais je suis quand même patriote, je suis nationaliste, je voudrais le dire. Il y a des Congolais qui ont également de bons projets, qui ont déposé des projets de financement au FPI. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, 30 ans, ils n'ont jamais eu de financement. Les projets sont bloqués parce qu'ils ne savent pas comment donner 500 $ ici, comment donner 1000 $ là-bas. Et ça, c'est incongru, le pays ne peut pas marcher de cette manière-là. Et je suis tout à fait d'accord parce que j'ai entendu également le ministre de la Jeunesse, Billy Kambale, le dire à propos de cette histoire ici de lutte contre la corruption. Le président va mettre également en place cette cellule-là. Et la cellule de la nouvelle citoyenneté. Nous en avons besoin aujourd'hui. Le Congolais a besoin dans tous les sens d'apprendre vraiment ces notions-là et de se dire en lui-même, si je fais ça, je travaille contre mon propre pays. Si je laisse l'autre détourner, je n'aurai pas mon salaire comme il faut à la fin du mois. Il n'y aura pas d'augmentation, il n'y aura pas de valeur. Et le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Valorisons cela et le pays va émerger les bonnes manières.
Et dans le cadre également... Est-ce que ces bonnes manières ne doivent pas commencer d'abord dans la famille? Madame l'a dit, elle a dit la famille. Elle a cité également l'école. Et il y a également... Est-ce que la famille de nos jours joue ce rôle-là? Est-ce que la famille joue ce rôle? En fait, aujourd'hui, parler de la famille, il est tout à fait normal que plusieurs, aujourd'hui, des responsables, des parents sont démissionnaires dans le fait que, vous savez, aujourd'hui, c'est soit cette jeune fille-là, c'est elle qui mène le jeu dans la famille, c'est elle qui apporte l'argent, c'est elle qui fait tout, on ne sait pas lui dire quoi, le parent ne sait pas faire ceci, faire cela, mais la famille a encore sa place. Et il y a de gens, il y a de parents qui sont responsables. Malgré la pauvreté, ils sont parents et ils gardent leur dignité. Et les enfants sont instruits et respectables également dans la société. Personne d'entre nous ici ne vient d'une famille riche, d'une famille, je ne sais pas comment, mais nous venons tous des familles modestes, mais respectables. Nous avons appris auprès de nos parents, nous sommes allés apprendre à l'école, nous avons appris dans les églises, nous avons également appris dans le mouvement de formation d'encadrement de jeunes, le scoutisme par exemple. Moi je suis passé par ce mouvement, j'ai appris dans le scoutisme comment aider l'autre, comment aider sa nation, comment soutenir les autres, comment faire ceci, cela. Et nous devons remettre tout ce mouvement-là. Ce mouvement doit reprendre leur travail dans ce pays pour encadrer le jeune, pour apprendre les gens les bonnes manières. Nous avons le mouvement, par exemple, ici, créé la Croix-Rouge, par exemple. Il faut passer également par là, c'est obligatoire. Vous devez apprendre comment secourir l'autre dans la société. Moi, je m'étonne parfois, je vois il y a un accident, il n'y a pas d'ambulance, mais on fait arrêter de véhicule, les chauffeurs qui dévient, qui fouillent. Et pourtant, il y a un accidenté qui est là. Et la personne va mourir parce qu'on n'a pas seulement su prendre la personne et l'amener à l'hôpital en temps voulu. Moi-même, j'ai vécu cela au mois de février, et particulièrement le 5 février. Je voulais entrer dans une alimentation, paf, les vitres se cassent et ça me déchire, ça me coupe 2 veines et le cartilage. Je fais arrêter le véhicule, il n'y a personne qui s'arrête. Et là, le sang sortait comme dans un robinet. Et il eût fallu que quelqu'un qui passa par là, comme par hasard, qui m'appela, mais pasteur, c'est toi. J'ai dit oui. Est-ce que tu peux m'aider? Prends mon véhicule. Est-ce que tu peux conduire dans mon propre véhicule? J'ai perdu combien de temps? Et si c'était plus grave que ça, je mourrais. Parce que le Congolais n'a pas l'esprit d'assister l'autre, d'aider l'autre. Et tout cela, ce sont des notions qu'il faut qu'on arrive à inculquer aux gens de savoir-vivre. Et ce savoir-vivre-là peut nous aider également dans la société, dans des relations intra-humaines. Et nous verrons même dans le milieu professionnel et partout, le Congolais sera quelqu'un, un homme respectable, un homme de dignité. Voilà, Madame, Monsieur Félix, le président Félix Tshisekedi a salué la relation particulière que son pays, notre pays, la RDC, avait avec les Nations Unies. Alors, une question que le Congolais se pose souvent, qu'a-t-on réellement bénéficié des Nations Unies? Moi, je dis toujours que les relations de notre pays avec les Nations Unies, c'est une relation de je t'aime moi non plus. Nous critiquons cette organisation mondiale, mais nous sommes aussi les premiers à faire appel. Oui, toujours. Parce que à l'époque, c'était l'ONU est venu ici à notre demande. La MONUC à notre demande. La MONUSCO suite de la MONUC. Mais c'est vrai qu'il y a des frustrations au niveau des Congolais. Ils stigmatisent surtout la situation à l'Est, où ils disent il y a toujours l'instabilité, on peut être là à attaquer des populations alors qu'il y a un camp de casques bleus pas loin. Mais souvent les casques bleus ne sont là que pour observer. Et c'est vrai que c'est regrettable. Les secrétaires généraux des Nations Unies qui se sont succédés ont eu aussi à relever ça, des insuffisances, des lacunes, il faut améliorer. Mais moi, ce que je dis, il ne faut pas attendre, c'était une des grandes discussions à l'ONU à l'époque, il ne faut pas s'attendre qu'un pays étranger envoie ses fils pour aller se faire tuer sur le sol congolais. Eux, ils disent, nous avons un mandat, et c'est en fonction de ce mandat que nous travaillons. Et moi, je dis, la responsabilité première de la sécurité de la population, elle incombe aux Congolais eux-mêmes, au gouvernement congolais eux-mêmes. Même si nous pouvons regretter des lacunes des Nations Unies,
Et lors d'une discussion tout à fait informelle avec l'ancienne présidente du Libéria, Johnson Sirleaf, elle disait il faut prendre l'ONU comme un appoint. Il ne faut pas dire l'ONU est chez moi, je me repose totalement sur l'ONU. Elle dit c'est ce qu'eux ils ont fait au Libéria. Et deuxième chose, elle disait il faut aussi une vigilance du pays en question. Très bien. Dire le mandat dit quoi? Faut faire ça, faire ça, faire ça. Et bien suivre si ce mandat est réellement fait. Et, mais il faut continuer aussi, nous, Congolais, à, quand je dis dans ce devoir de vigilance, quand nous enquêtons, nous documentons, et nous sommes à l'époque, justement, l'ère de l'information, les médias sociaux, etc. Saisir les instances concernées, pertinentes, pour se plaindre quand il y a des cas précis et pour que la situation soit rectifiée. Mais comme M. Yamba l'a dit à un moment donné, nous sommes dans un monde globalisé. Nous ne pouvons pas dire nous laissons tomber, nous ne faisons pas partie, nous ne soutenons pas l'ONU dans son action. Parce que nous-mêmes dans le passé, quand il y avait l'ONU en Angola, on a soutenu l'action de l'ONU en Angola, bien que même aussi à l'époque, cette intervention de l'ONU était beaucoup critiquée. Donc par là, je veux dire, on ne peut... nous acceptons cette assistance, oui, mais nous devons être vigilants en matière du mandat et nous ne devons pas surtout oublier notre première responsabilité qui est effectivement de le prendre comme un emploi. Voilà. Et ce que nous, là où nous avons beaucoup péché, quand je dis nous, en tout cas nous gouvernons les pouvoirs publics, c'est depuis des années, plus d'une décennie. Nous parlons de la réforme du secteur de sécurité. Nous en sommes où? Voilà un grand chantier dont il faut vraiment s'occuper. Et j'ai beaucoup aimé aussi là-dessus, le chef de l'État a eu à le dire à Bruxelles. Il a dit, il faut, c'est seulement depuis que je suis président, je le paraphrase, qu'il dit que je comprends combien on est injuste envers notre propre armée. Nous oublions leurs sacrifices, les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent, etc. Il est temps de restructurer, de leur donner les moyens, de s'occuper de leur social. Il l'a montré d'ailleurs en s'occupant des camps, l'amélioration des camps militaires, les écoles, etc. Et c'est seulement comme ça que nous pourrons aussi avoir une armée forte qui pourra être à nos portes pour défendre la population. Alors, M. Yambemba, vous voulez rajouter quelque chose à cela? Parce que j'ai une question qui demande votre expertise. Voilà, c'est celle du président de la RDC a parlé de la RDC comme le dépositaire de 47% des forêts du continent. Alors, est-ce que nous avons des projets concrets pour capitaliser le bassin du Congo? Merci. Mais je voudrais, dans un premier temps, revenir à ce que... dire un mot par rapport à l'électricité dans notre pays. Oui. Le président a dit qu'un constat très mal. On n'est pas au-delà de 10% en termes de décès de l'électricité, qui sont de l'eau auprès de notre peuple. Mais ce qui est grave, j'allais dire gravissime. Et pourtant, nous avons 100 000 mégawatts. Nous avons la potentialité la plus élevée, presque du monde. 100 000 mégawatts. Aujourd'hui, il n'y a que 1400 mégawatts qui sont opérationnels. Et si on pouvait arriver jusqu'à 20, tout le Congo sera électrifié et une grande partie, la moitié de l'Afrique sera aussi électrifiée. Et lorsqu'on y va à 40 mégawatts, pardon, et donc c'est toute l'Afrique, on peut vendre même cette électricité auprès d'autres pays d'Asie et d'Europe. Quand cela ne tienne, le président se bat pour qu'on y arrive, n'est-ce pas, à 20 mégawatts. 20 mégawatts. Et cela donnera une proportion de 60% de ce que représente le taux de dessert. Mais écoutez, il n'y a pas que ça, parce que le Congo, c'est une méga nation. Nous avons 1437 entités territoriales décentralisées. C'est que très clairement, ce sont des petits pays. Ce sont des petits pays. Aucune entité territoriale décentralisée dans notre pays n'est moins que la République Sao Tomé Principe. Même la chefferie qui est à Kanga ici, c'est plus que Sao Tomé Principe. Ce sont des pays en fait. 1437. Comment électrifier ça? Il faut donc diversifier véritablement les sources d'énergie. Et dans les sources d'énergie, il y a, vous savez,
nous avons l'uranium. Vous savez que l'électricité en France aujourd'hui, c'est donc le nucléaire, l'uranium qui est extrait du Niger avec la société Arriva, qui est transformé en énergie nucléaire civile. Et donc on paie à travers l'uranium, et nous en avons beaucoup à Chikologwe dans les Katanga. Et c'est ce qui a permis naturellement la fabrication de la bombe atomique qui a frappé Nagasaki et Hiroshima. Voilà. Donc on en a, et il n'y a aucun pays à travers le monde dans ces potentialités. Deuxièmement, nous avons l'énergie solaire. Le soleil est gratuit. Moi j'ai toujours dit, Dieu n'a pas été, c'est pas ingrat pour nous. Hein? Il nous a donné le soleil. Vous arrivez dans un pays comme l'Allemagne, en tout cas 50% de l'énergie électrique distribuée, c'est avec le solaire. Vous atterrissez, vous voyez pratiquement toutes les toitures occupées véritablement par des panneaux solaires. Donc, vous arrivez au village, tous les espaces qui étaient destinés à faire des élevages, à faire les cultures agricoles, etc. Ces espaces-là, on fait relever par exemple les pylônes, et en bas, on cultive, en eau, on met des panneaux, et même les fermiers deviennent les distributeurs de l'électricité, parce que le secteur est même libéralisé. Nous avons également le vent. Quand vous quittez, vous allez à l'ouest de la France, madame connaît mieux que moi la France, vous allez vers Rochelle, Nantes, compagnie, etc. Vous allez voir des éoliennes et qui distribuent véritablement l'électricité. Et il n'y a pas que ça. Nous avons une superbe végétation. Il y a le système de fabrication de digesteurs qui produisent du biogaz. Moi, j'ai fait cette expérience, par exemple, en Nairobi, où, à partir des feuilles, à partir du recyclage des déchets des animaux, on produit de l'électricité, ça fait actionner, n'est-ce pas, les cuisinières, les frigos, etc. On paie, et nous avons 145 millions d'hectares de forêt. On a la possibilité véritablement d'actionner cela. Et il n'y a pas que ça, le gaz méthane. Le Rwanda aujourd'hui a de l'électricité à grande échelle parce qu'ils vivaient un Ruzisidé, mais grâce à l'énergie de gaz méthane, actionnée sur base d'un appel d'offres, capté par les Indiens en proportion de 500 millions de dollars. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de vendre au Congo-Kinshasa le gaz. Ce gaz que nous avons dans le lac Kivu. De sa caisse, sur base d'un appel d'offres dans le cadre des partenariats stratégiques gagnant-gagnant entre l'Inde et le Rwanda. Donc, tous ces secteurs-là sont à diversité. Vous pouvez vous imaginer, madame, vous arrivez au Ghana, le seul barrage qui dessert l'électricité, c'est à Kosovo. Mais 637 mégawatts. 637. Et nous avons une potentialité de 100 000 mégawatts. 637. Lorsque vous êtes en Éthiopie, c'est le pays la plus grande puissance à l'est de l'Afrique. C'est 6 000, les barrettes de la Renaissance. Et donc, si effectivement, encore que je suis très rassuré que le président est conscient que la transformation des ressources minières, la transformation de nos produits agricoles ne passeront effectivement que lorsqu'il y a disponibilité de l'électricité. Et donc, il engage sa responsabilité et celle de la nation de pouvoir aller dans cette direction. Je voudrais également dire que les cours de civisme, c'est bon, mais il faudrait sortir de les incantations. Il faut mettre en place des mécanismes, des stratégies innovantes. Regardez combien, il y a des partis politiques. Il ne faudrait pas que les gens vivent de chiens, comment on dit, chien-chat. Hein? Les partis politiques sont là, les ONG sont là, les médias sont là, les associations traditionnelles sont là, les associations culturelles sont là. Pourquoi on ne peut pas les associer? Pour que chacun, dans le rôle qui est le sien, joue sa partition dans le sens... Encore faut-il que chacun ait conscience de son rôle. Je voudrais également terminer par l'ONU. Vous savez, l'ONU a été mise en place par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont cherché des mécanismes de pénétration dans nos pays. Et qui visiblement, au fil du temps, a évolué, parce que nous avons commencé avec le système des nations dans les années 1930. Et puis bon, aujourd'hui c'est l'ONU, ça a évolué, c'est vrai. Mais vous avez suivi que le président de la République compte beaucoup sur l'ONU. Mais il demande qu'il y ait une sorte de restructuration de l'ONU. Le Conseil de sécurité doit être retiré. Au même moment que nous voulons véritablement, parce que nous avons été aidés, j'ai beaucoup aimé, c'est pas la citation de madame, mais nous avons besoin de la monnaie, comme aujourd'hui. La monnaie ne peut pas partir. Mais nous avons aussi besoin, effectivement, qu'à ce niveau-là, au lieu que ce soit des institutions idéologiques
que ça évolue pour que ça soit véritablement l'affaire véritablement de tout le monde. Et parce qu'il faut sortir de la logique d'agencification. Et aujourd'hui, on est très rassuré qu'il y aura révision. Tout simplement parce que les pays qui l'ont créé sont essoufflés, sont démodés. Vous savez, les États-Unis aujourd'hui avec Trump, il dit, mais écoutez, il faut remettre en question l'ONU. Nous ne pouvons plus donner l'argent comme par le passé, etc. Vous avez des gens comme la France avec Macron qui dit, non, non, nous devons revisiter pour permettre véritablement. Non, et la société est en train d'évoluer. Il faut capitaliser toutes ces évolutions. Encore qu'il faut avoir une voix pour dire que voilà ce que le Congo pense. Et le président a été à la hauteur parce qu'il a dit ce qu'il entendait véritablement. Voilà, monsieur, nous allons... Alors, en ce qui concerne le projet... Oui, justement parce que nous n'allons pas épuiser le sujet aujourd'hui qui est très vaste. Nous il y a trop de projets, il y a trop de projets. Voilà. Et tout ce que j'étais en train d'énumérer dans le cas de l'électrification, ça fait partie aussi des projets. Aujourd'hui, la BAD, la Banque africaine de développement, est dans une perspective de pouvoir. Il n'y a pas que la BAD, il y a d'autres sociétés à travers le monde, même les Sud-Africains, sont en train de travailler INGA 3. L'idée, c'est de donner l'électricité hydroélectrique, tout simplement pour réduire naturellement les gaz à effet de serre et que nous ayons l'énergie propre. Nous avons le cobalt. Nous sommes en train de travailler dans la perspective que ce cobalt puisse servir à la fabrication de batteries. Et ces batteries doivent actionner les voitures électriques. Et la perspective demain, en tout cas à l'an 2030, c'est d'avoir des voitures électriques. Et nous serons véritablement le centre d'intérêt. Et voilà, comme je disais, vraiment c'est un sujet vaste. Et le discours du président, il y a disons, on va dire, il y a des secteurs que nous n'avons pas évoqué ici dans ce discours-là. Donc l'émission prend fin, malheureusement. Donc nous allons vous rappeler peut-être le lundi pour parler encore de cela, en espérant qu'il y aura déjà notre sujet d'actualité sur lequel nous allons débattre. Donc l'émission prend fin et merci mesdames et messieurs d'avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve le lundi pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci.